L'art de ne pas abandonner. Produit et lu par Livre Académie. Introduction. Comment avancer, même quand tout te dit d'arrêter? Il y a peut-être un truc que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Tu en as marre de commencer des choses que tu n'arrives pas à finir. Tu en as marre de tenir quelques jours, puis de retomber dans les mêmes habitudes. Marre d'être fort en public, mais épuisé en silence. Marre d'avoir des envies, des projets, des rêves. Et cette petite voix qui te chuchote. À quoi bon? Tu vas encore abandonner. Et tu sais quoi? Je vais te dire une vérité simple, brutale, mais libératrice. Si tu as l'impression d'abandonner trop vite, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que personne ne t'a jamais appris à tenir. On t'a appris la motivation, qui s'évapore. On t'a appris la discipline dure, qui écrase. On t'a appris à être fort, alors que tu n'avais pas le droit d'être humain. Mais on ne t'a jamais appris ce qui change vraiment une vie. Comment avancer quand tu n'en peux plus. Comment tenir quand ta tête veut fuir. Comment continuer quand la vie te met à genoux. Comment redevenir toi-même quand tout t'a dispersé. Ce livre est là pour ça. Pas pour te moraliser, pas pour te dire « Allez, bouge-toi ». Pas pour t'offrir des phrases motivantes qui s'évaporent au premier problème. Non. Ce livre existe parce que tu mérites d'apprendre l'art qui transforme tout. L'art de ne pas abandonner. Cet art n'a rien à voir avec la force brute. Rien à voir avec la volonté héroïque. Rien à voir avec les vidéos qui te crient dessus pour te booster. L'art de ne pas abandonner, c'est autre chose. C'est comprendre ton mental, ton énergie, ton corps. C'est savoir comment ton cerveau te sabote et comment le reprogrammer. C'est apprendre à avancer quand plus rien ne va. C'est développer cette force tranquille qui te fait tenir un jour, puis un autre, puis encore un autre. C'est devenir la personne qui revient toujours, même après une chute. Et voilà la vérité. Le succès, la confiance, le changement, l'abondance, la liberté, tout commence avec ça. Tu n'as pas besoin d'être plus motivé. Tu n'as pas besoin d'être plus discipliné. Tu n'as pas besoin d'être plus courageux. Tu as besoin d'un système, d'une manière de penser, d'un nouveau réflexe intérieur, d'une façon de t'avancer. Même quand tout en toi veut s'arrêter. Ce livre va t'apprendre exactement ça. Il va t'aider à comprendre pourquoi tu lâches. Il va t'apprendre comment tenir. Il va t'équiper pour continuer, même les jours où tu n'as rien dans le réservoir. Et surtout, il va t'apprendre à ne plus t'abandonner toi-même. Parce que le jour où tu refuses d'abandonner, ta vie entière commence à changer. Chapitre numéro 1. Pourquoi tu veux abandonner? La vraie cause du découragement. Ce n'est pas le poids qui te brise, c'est la manière dont tu le portes. Il existe un moment dans la vie où tu te surprends à vouloir tout arrêter. Pas seulement un projet, pas seulement une habitude, pas seulement un effort, non, tout. Comme si ton corps te disait « stop », comme si ton mental tirait le frein d'urgence, comme si quelque chose en toi refusait d'avancer une minute de plus. Tu as déjà senti ça, toi aussi. La motivation qui s'effondre sans prévenir, l'envie qui s'éteint comme un interrupteur, la fatigue lourde qui s'installe soudainement, ce doute venu de nulle part qui te murmure que ça ne sert à rien, que tu n'en es pas capable, que tu vas encore échouer. Ce moment, tu ne le comprends pas toujours, mais tu le connais. Il a un goût amer. Il te fait croire que tu es faible, instable, incapable de tenir, incapable d'aller jusqu'au bout. Et pourtant, ce n'est pas ça. La vérité est bien plus subtile, bien plus profonde, et finalement bien plus encourageante que ce que tu crois. Si tu veux comprendre pourquoi tu veux abandonner, tu dois regarder dans les zones de ton esprit que personne ne t'a jamais expliquées. Parce que l'abandon, ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas un défaut personnel. Ce n'est pas une faiblesse honteuse. L'abandon est un mécanisme de survie. Ton cerveau, malgré tous les discours de motivation qu'on te vend, n'a pas été conçu pour te rendre exceptionnel. Il a été conçu pour te garder en vie. Il n'est pas programmé pour ton épanouissement. Il est programmé pour ta survie. Et parfois, ce que ton cerveau interprète comme une menace n'est pas ce que tu crois. Quand tu essayes de changer une habitude, ton cerveau voit une menace. Quand tu sors de ta zone de confort, il voit une menace. Quand tu t'exposes au jugement, à l'échec, à la nouveauté,
à l'inconnu. Il voit une menace. Et sa réaction naturelle est simple. Ramène-moi à ce qui est familier. C'est sa logique. Quand il te pousse à abandonner, il ne cherche pas à te faire échouer. Il cherche à te protéger. Le problème, c'est une protection archaïque, dépassée, qui t'empêche de vivre la vie que tu veux vraiment. Les illusions qui te coupent de ta vraie force. On t'a fait croire que si tu abandonnes, c'est parce que tu manques de discipline, de motivation ou de constance. Faux. L'une des plus grandes illusions du développement personnel moderne, c'est de croire que la réussite dépend uniquement du mental. On te vend de la volonté comme un carburant infini, alors qu'elle s'épuise systématiquement. On te dit que tu dois être fort, alors que la force brutale ne tient jamais dans le temps. On te dit de tenir bon, alors que tenir sans compréhension mène à l'implosion. La première illusion, c'est de croire que tu devrais pouvoir avancer sans difficulté, comme si tout devait être fluide, évident, naturel. Comme si les gens qui réussissent ne doutaient jamais, ne reculaient jamais, ne baissaient jamais les bras. Tu compares ton intérieur, tes peurs, tes doutes, tes fatigues, avec l'extérieur des autres, leur réussite affichée, leur sourire faux, leur victoire mise en scène. Tu compares ta vérité avec leur façade. Évidemment que tu penses être moins. La deuxième illusion, c'est de croire que si tu t'arrêtes, c'est volontaire. Non, presque jamais. Quand tu abandonnes, ce n'est pas toi qui abandonnes, c'est ta protection qui s'active. Ton besoin de sécurité, ta peur du rejet, ta peur de l'échec, ta peur du ridicule, ton besoin de cohérence interne, ton incapacité à gérer un effort trop grand trop vite, ton corps qui refuse une charge émotionnelle trop lourde. Rien de tout ça n'est volontaire. C'est automatique, biologique, nerveux. C'est ton système, pas ta valeur. Tant que tu crois que c'est ta faute, tu t'enfermes dans une spirale de culpabilité qui t'épuise encore plus. Et un esprit fatigué abandonne plus vite. La troisième illusion, c'est que tu crois manquer de motivation. Mais la motivation n'a jamais été un moteur fiable. Elle vient, elle repart, elle fluctue, elle est capricieuse. Elle dépend du contexte, de ton sommeil, de ta santé, de ton humeur, de ton niveau de stress, de la météo parfois. La motivation n'est pas un pilier, c'est une émotion. Et baser ta vie sur une émotion, c'est condamner ta réussite avant même de commencer. Ce livre est là pour t'apprendre autre chose. Le vrai moteur, c'est la clarté plus, le micro-avancement plus, la sécurité intérieure. 3 choses que personne ne t'a apprises. Quand ton passé explique ton découragement. Si tu veux comprendre pourquoi tu veux abandonner, tu dois regarder en arrière. Pas pour t'y enfermer, mais pour voir comment tu t'es construit. Car la vérité, c'est que ton rapport à l'effort, à la persévérance, au courage, ne s'est pas fait dans un laboratoire neutre. Il s'est fait dans ton enfance, dans tes premières expériences, dans tes premières humiliations, dans les premiers moments où tu t'es senti en retard, nul, jugé ou invisible. Il s'est construit dans les moments où tu as essayé et où tu n'as pas été soutenu, dans les moments où tu as échoué et où on t'a critiqué, dans les moments où tu as réussi, mais où on ne t'a pas reconnu, dans les moments où on t'a appris que demander de l'aide était une faiblesse, dans les moments où tu as été puni pour avoir essayé différemment. Chaque abandon que tu portes aujourd'hui est la trace d'une histoire que tu n'as pas écrite consciemment. Personne ne t'a appris à persévérer. On t'a appris à obéir, ou à plaire, ou à être sage, ou à être performant. Mais persévérer, c'est autre chose. Persévérer, ce n'est pas être fort. Persévérer, c'est être libre. Persévérer, c'est croire que ton prochain pas compte. Persévérer, c'est accepter que tu vas échouer et continuer quand même. Persévérer, c'est savoir que la peur ne doit pas te guider. Persévérer, c'est être du côté de ta vérité interne, pas du côté du regard des autres. Si ça te semble difficile aujourd'hui, c'est normal. Tu n'as pas été entraîné à ça. Tu as été entraîné à survivre, pas à te réaliser. Et ton système nerveux porte encore les traces de cela. La peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé.
la peur de mal faire, la peur de trop faire, la peur de faire inutilement. Alors quand tu commences quelque chose, toutes ces peurs se réveillent. Elles montent. Elles se camouflent derrière la fatigue, le doute, la procrastination ou le célèbre « je le ferai demain ». Tu crois manquer de discipline. En vérité, tu manques de sécurité intérieure. Et une personne peu sécurisée abandonne vite. Pas par faiblesse, mais par autoprotection. Le vrai mécanisme du découragement. Le découragement n'arrive pas d'un coup. Il n'est jamais soudain. Il est progressif, silencieux, méthodique. Et il suit toujours le même schéma. D'abord, tu te lances avec envie, énergie, enthousiasme. C'est la phase de montée. Elle est euphorique. Ton corps produit plus de dopamine. Tu te sens capable. Tu te projettes. Tu te vois réussir. Tu ressens un futur possible. Ton cerveau adore ça. Et il te suit. Puis vient le premier obstacle. Une fatigue. Une difficulté. Un imprévu. Un jugement. Un effort plus intense que prévu. Une situation où tu ne sais pas exactement quoi faire. Là, ton cerveau commence à s'inquiéter. Il interprète l'obstacle comme une alerte. Il active une petite voix. Attention, danger. On n'est pas sûr. Cette voix, tu la confonds souvent avec ton identité. Tu crois que c'est toi. Mais c'est juste ton amygdale, la zone du cerveau qui gère la peur, qui t'envoie d'un signal. Ensuite arrive la deuxième phase, la chute de dopamine. Elle est inévitable. Le pic de motivation redescend. Et tu n'as jamais appris à gérer cette descente. Ton cerveau passe de « c'est excitant » à « ça me coûte trop d'énergie ». Ton système nerveux cherche à économiser. Comme tout organisme vivant, il veut la solution la plus simple, arrêter. Le problème, c'est qu'arrêter soulage. Et ce soulagement devient une récompense. Et la boucle est créée. Difficulté, tension, abandon, soulagement, habitude de lâcher. Puis arrive la dernière phase, la culpabilité. Tu t'en veux. Tu te dis que tu as encore laissé tomber. Cette culpabilité te fatigue encore plus. Elle t'éteint. Elle crée un poids interne. Et un esprit lourd avance moins. Le cercle vicieux est parfait. Ton cerveau croit que l'effort est dangereux et l'abandon soulage. Voilà pourquoi tu lâches si vite. Pas par faiblesse, par autoprotection biologique. Ce premier chapitre est là pour t'ouvrir les yeux. Tu n'as jamais abandonné parce que tu étais faible. Tu as abandonné parce que tu étais seul, mal entraîné, mal équipé. Et ça se change, complètement. Et maintenant que tu sais que ton abandon n'est pas une faute, mais un mécanisme, tu vas pouvoir commencer le vrai travail, reprendre le contrôle. Chapitre numéro 2. La force intérieure. Comment la construire même quand tu te sens à bout? La force n'est pas ce que tu montres. La force est ce que tu traverses, sans que personne ne le voie. Il y a une phrase que tu as dû prononcer des dizaines de fois. Je ne suis pas assez fort pour ça. Tu l'as dit à voix haute ou dans ta tête, souvent, discrètement, parfois en silence, parfois avec honte. Tu l'as dit après un échec, après une rupture, après une mauvaise nouvelle, après une chute, après un projet qui s'essouffle. Tu l'as dit parce que tu pensais que la force, la vraie, était réservée à d'autres, ceux qui tiennent tout le temps, ceux qui encaissent sans broncher, ceux qui continuent même quand ils saignent, ceux qui ne montrent jamais leur fragilité. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être changer ta vision de toi. La force que tu imagines n'existe pas. Elle est un mythe, une construction sociale, une façade, une légende vendue par les films, par l'école, par les discours motivants, par le monde qui adore les apparences. La vraie force n'a rien à voir avec ça. La vraie force n'est pas bruyante, elle n'est pas esthétique, elle n'est pas héroïque, elle n'est même pas visible. La vraie force est intime, silencieuse, organique. C'est ce muscle invisible que tu actives sans t'en rendre compte. C'est ce souffle que tu reprends après un choc. C'est ce pas que tu fais quand plus rien ne va. C'est ce moment où tu continues alors que tout en toi voulait t'arrêter. Et tu sais quoi? Tu as déjà été fort des centaines de fois. Tu l'as juste oublié, ou on ne t'a jamais appris à le voir. Tu crois que la force, c'est avancer sans peur. Faux. La force, c'est avancer avec la peur. Tu crois que la force, c'est ne jamais tomber. Faux. La force,
c'est tomber 1000 fois et se relever 1001 fois. Tu crois que la force, c'est ne pas pleurer. Faux. La force, c'est pleurer et continuer. Tu crois que la force, c'est contrôler. Faux. La force, c'est tenir debout quand tu n'as plus aucun contrôle. Tu crois que la force, c'est être certain. Faux. La force, c'est avancer dans l'incertitude. Si tu te sens faible, ce n'est pas parce que tu manques de force. C'est parce que tu compares la vraie force, la tienne, avec une illusion collective. Et cette comparaison t'a brisé plus de fois que les épreuves elles-mêmes. La vérité, c'est que la force intérieure n'est pas un talent. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas réservé à quelques élus. C'est une construction. Et tout ce qui se construit peut se reconstruire, s'améliorer, s'entraîner. Ta force intérieure est une compétence. Et comme toutes les compétences, elle s'apprend, elle se pratique, elle se développe. Tu ne manques pas de force. Tu manques d'entraînement. Ce chapitre est là pour ça, te montrer que tu es déjà plus solide que tu ne le crois, et t'apprendre à devenir solide volontairement, pas juste par accident. Ce que tu appelles fragilité est en réalité une fatigue accumulée. Quand tu te sens à bout, quand tu te sens faible, quand tu te sens incapable de continuer, tu crois que c'est ton caractère. Tu crois que c'est ta personnalité. Tu crois que c'est ton identité. Tu crois même parfois que tu es né comme ça. Alors qu'en vérité, ce n'est que le résultat d'une accumulation. Accumulation de stress, accumulation de déception, accumulation de responsabilités, accumulation de micro-traumas, accumulation de non-dits, accumulation de pression silencieuse, accumulation de fatigue émotionnelle. Personne ne t'a appris que la fatigue émotionnelle est plus violente que la fatigue physique. Personne ne t'a appris que ton système nerveux peut être saturé au point que tu n'arrives plus à avancer. Personne ne t'a appris que ta capacité à tenir est limitée, si tu ne te répares jamais. Personne ne t'a appris que la vraie fragilité ne vient pas d'un manque de courage, mais d'un excès de charge invisible. Tu crois que tu abandonnes parce que tu es fragile, mais souvent, tu abandonnes parce que ton esprit est saturé. Tu crois que tu n'es pas fait pour tenir longtemps, mais souvent, tu n'as simplement jamais eu de moment pour récupérer. Tu crois que tu n'as pas le mental. Mais si tu regardes ton passé, tu verras une chose. Tu as survécu à des choses qu'on ne voit pas, que tu ne racontes pas, que tu minimises parfois. Tu as encaissé plus que ce que beaucoup auraient supporté. Tu as traversé des nuits où tu pensais ne jamais te relever. Tu as fait face à des pertes, à des peurs, à des humiliations, à des changements, à des périodes de vide, à des moments où tu ne croyais plus en toi. Et malgré tout ça, tu es encore là. Tu respires, tu lis, tu cherches à grandir, tu veux avancer. Alors, sois honnête. Est-ce que ça, ce n'est pas déjà de la force? Parce que beaucoup auraient lâché depuis longtemps. Toi, tu continues. Même à petite vitesse, même en rampant parfois. Mais tu continues. Ça, c'est de la force. De la vraie. Ce que tu appelles faiblesse est souvent simplement une exposition prolongée au stress. Quand un système est sous tension trop longtemps, il finit par se dérégler. Quand ton corps sonne l'alarme, quand ton esprit s'épuise, quand tes émotions débordent, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que tu as été fort trop longtemps sans soutien, sans pause, sans espace, sans respiration. Et ce que tu appelles abandon n'est souvent rien d'autre qu'un mécanisme de protection. Ton corps et ton inconscient te disent « arrête ou je casse ». Si tu veux devenir fort, tu dois arrêter de te battre contre toi-même. Tu dois comprendre que ta force est liée à ton énergie. Et ton énergie a besoin d'être respectée. Ce que font les personnes réellement fortes et que tu peux apprendre. Tu crois peut-être que les gens forts ont quelque chose que tu n'as pas. Mais la vérité, c'est qu'ils ont quelque chose que tu peux apprendre. Les personnes réellement fortes ont 3 réflexes. Elles connaissent leurs limites, elles contrôlent leur narration interne. Et elles avancent dans la bonne direction, même à très petite vitesse. Premièrement, elles savent que leur énergie est limitée. Elles ne confondent pas force et sacrifice. Elles ne tirent pas jusqu'à la rupture. Elles ne testent pas leur endurance émotionnelle. Elles se préservent. Elles se reposent avant d'être épuisées. Elles disent non. Elles s'écoutent.
Elles ne laissent pas leur fierté décider pour elles. Et tu crois peut-être que se préserver, c'est faible, mais c'est l'inverse. Se préserver, c'est un acte stratégique. C'est ce qui permet de tenir longtemps. La force n'est pas dans l'intensité, la force est dans la durée. Le but n'est pas d'être le plus courageux aujourd'hui. Le but est d'être encore là demain. Deuxièmement, elles surveillent leur narration interne comme un faucon. Elles ne laissent pas leur voix intérieure les insulter. Elles ne laissent pas leurs pensées les détruire. Elles ne confondent pas leurs peurs avec des vérités. Elles ne confondent pas leurs émotions avec des preuves. Elles ne confondent pas leurs doutes avec leur identité. Les personnes fortes savent une chose essentielle. La voix dans leur tête n'est pas qui elles sont. Elles savent la recadrer. Elles savent l'apaiser. Elles savent la défier. Elles savent lui dire « non, pas aujourd'hui ». Elles choisissent leur perception. Elles prennent le contrôle de leur interprétation. Et ça change tout. Troisièmement, elles avancent toujours dans la direction juste, même si le pas est minuscule. Elles ne cherchent pas à tout révolutionner. Elles ne cherchent pas à tout comprendre. Elles ne cherchent pas à être parfaites. Elles avancent. 1 millimètre, un geste, un oui, un non, un micro-courage, une respiration, une décision ridicule en apparence, mais répétée. Elles ne s'arrêtent pas parce que la route est longue. Elles se disent simplement « je fais ce que je peux aujourd'hui, et demain je reverrai ». La force n'est pas un état. La force est une répétition. Si tu veux devenir fort, tu dois arrêter de croire que la force vient d'un caractère exceptionnel. Elle vient d'un système, et ce système, tu peux l'apprendre, tu peux l'intégrer, tu peux le maîtriser. Comment reconstruire ta force intérieure, pierre après pierre? Reconstruire ta force n'est pas une transformation instantanée. Ce n'est pas un déclic, ce n'est pas une explosion, c'est un processus. Et ce processus commence par une décision intérieure. Tu vas arrêter de t'abandonner toi-même. Ce simple choix crée un avant et un après. Mais ensuite, tu dois reconstruire. Et reconstruire implique 3 étapes. Stabiliser ton énergie, restaurer ta sécurité intérieure, puis renforcer ta capacité à avancer malgré la peur. Stabiliser ton énergie, c'est apprendre à ne plus te vider inutilement. C'est comprendre ce qui te draine, certaines relations, certains contextes, certaines habitudes, certaines pensées. C'est arrêter de gaspiller ton énergie dans la comparaison, dans le perfectionnisme, dans l'anticipation anxieuse, dans les scénarios imaginaires. C'est simplifier, alléger. Sobriété mentale, retour à l'essentiel. Ce n'est pas de la paresse, c'est du respect de soi. Tant que ton énergie fuit dans 1000 directions, tu n'as aucune chance de tenir dans une seule. La force commence par le silence, pas par le bruit. Restaurer ta sécurité intérieure, c'est apprendre à cesser de te juger à chaque pas. C'est apprendre à être ton propre allié. C'est apprendre à te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu soutiens. C'est apprendre à ne plus avoir peur de toi-même. Tu ne peux pas être fort si tu vis en territoire hostile dans ta propre tête. Tu dois devenir un environnement sûr pour toi-même. La sécurité intérieure, c'est ce qui transforme un effort douloureux en effort possible. Sans sécurité, tu abandonnes. Avec sécurité, tu continues. Renforcer ta capacité à avancer malgré la peur, c'est apprendre que la peur ne disparaît jamais vraiment. Tu n'attends pas qu'elle parte pour agir. Tu apprends à la traverser. Tu apprends à dissocier l'effort de l'émotion. Tu apprends à te dire « je peux avoir peur et avancer quand même ». La peur n'est pas un mur. La peur est une porte. La différence entre les gens qui abandonnent et les gens qui avancent ne vient pas de la peur. Elle vient de ce qu'ils font malgré la peur. La persévérance n'est pas un effort musclé. C'est une souplesse intérieure. Tu vas découvrir une chose essentielle dans ce livre. La force n'est pas quelque chose que tu trouves un jour. C'est quelque chose que tu construis tous les jours. Et ce chapitre, ce que tu viens de traverser, n'est que le début. Parce que tu ne dois plus jamais confondre fatigue et faiblesse. Tu ne dois plus jamais confondre doute et incapacité. Tu ne dois plus jamais confondre peur et impossibilité. Tu es construit et tu peux te reconstruire. Tu es vivant, donc tu peux évoluer. Tu es épuisé, mais tu n'es pas fini. La force que tu cherches n'est pas loin. Elle n'est pas au-dessus de toi.
elle n'est pas devant toi. Elle est déjà en toi. Elle attend seulement que tu enlèves ce qui l'éteint. Chapitre numéro 3. Ce que tu fais aujourd'hui paraît minuscule, mais répète-le, et demain t'appartiendra. Pourquoi tu n'avances pas comme tu le voudrais? Il y a une idée tenace, presque toxique, qui t'a suivi toute ta vie. Pour changer, il faut faire beaucoup. Il faut se transformer, se révolutionner, tout reprendre, tout recommencer, faire un énorme effort, un grand geste, une performance spectaculaire. On t'a vendu la transformation comme un sprint héroïque. Une ligne droite courte mais exigeante, où il faut donner tout ce que tu as pendant un temps réduit. Tu l'as cru. Tu l'as essayé. Et comme 99% des gens, tu t'es écroulé. Pas parce que tu es faible, mais parce que ce modèle est faux. Radicalement faux. Le changement n'a jamais été un sprint. Il n'a jamais été une explosion. Il n'a jamais été un coup de motivation. Le vrai changement ressemble à tout le contraire. Une accumulation lente, douce, parfois invisible, mais implacable de micro-actions qui semblent ridiculement simples. Ce chapitre existe pour que tu comprennes la mécanique profonde qui sépare ceux qui avancent vraiment de ceux qui tournent en rond. Et cette mécanique tient en une phrase. La constance écrase la motivation. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau en faisant quelque chose une fois. Tu deviens quelqu'un de nouveau en le faisant chaque jour. Pas parfaitement, pas intensément, pas héroïquement, mais quotidiennement. Le jour où tu comprends ça, tu arrêtes d'attendre que tout s'aligne. Tu arrêtes de te juger. Tu arrêtes de reculer. Et tu découvres le secret que personne ne t'a appris. Changer sa vie, ce n'est pas faire plus, c'est faire moins, mais tous les jours. La puissance des micro-avancées. Imagine une graine. Elle ne perce pas la terre parce qu'elle force. Elle perce parce qu'elle pousse 1 millimètre par jour. 1 millimètre qui ne se voit pas. 1 millimètre qui semble insignifiant. 1 millimètre que personne ne remarque. Et pourtant, ce millimètre répété crée un arbre. Cette image, on te l'a peut-être déjà servie. Mais ce qu'on t'a jamais dit, c'est comment cette logique s'applique à toi. Le millimètre quotidien, ce n'est pas seulement une belle métaphore. C'est une architecture neurologique, biologique, psychologique. Quand tu fais un micro-geste, ton cerveau enregistre 2 informations. C'est possible et je suis la personne qui fait ça. Les 2 sont essentiels. C'est possible crée la confiance. Je suis la personne qui fait ça crée l'identité. Et c'est l'identité qui détermine la longévité d'un effort. Tu avances parce que chaque jour, tu confirmes à ton cerveau que l'action est réaliste, accessible, non menaçante. Et surtout, que tu es quelqu'un qui avance. Une micro-avancée, c'est 10 minutes de marche. Une micro-avancée, c'est ranger un endroit minuscule. Une micro-avancée, c'est écrire 3 lignes. Une micro-avancée, c'est boire un verre d'eau. Une micro-avancée, c'est répondre à un seul message. Une micro-avancée, c'est apprendre une seule phrase. Tu crois que c'est inutile parce que tu regardes l'action isolée. Mais si tu regardais l'accumulation, tu serais choqué. Les gens qui réussissent te paraissent forts. Mais ils ne sont pas forts, ils sont constants. Et leur constance repose sur un principe simple. Ils ne cherchent jamais à être extraordinaires aujourd'hui. Ils cherchent à être présents demain. Tu as échoué, non pas parce que l'objectif était trop grand, mais parce que tu as essayé d'aller trop vite. Tu t'es imposé un rythme impossible. Tu as voulu changer ta vie comme on retourne une table. Tu as voulu aller vite pour aller bien. Mais la rapidité, c'est le poison de la transformation. Parce que ce qui va vite ne dure pas. Ce qui dure ne va pas vite. La vie récompense le régulier, pas le spectaculaire. Et tu veux une révélation. La plupart du temps, ce n'est même pas la tâche qui t'épuise. C'est tout ce que tu te racontes autour. Ce n'est pas assez. Je devrais faire plus. C'est ridicule. Ça ne sert à rien. C'est trop petit. Tu t'épuises mentalement avant même d'avoir commencé. Alors que ceux qui avancent ne se posent pas cette question. Ils font un peu. Puis encore un peu. Puis encore. Le millimètre crée le kilomètre. Le geste crée la direction.
Le temps fait le reste. Pourquoi tu n'arrives pas à être constant? La constance n'est pas une compétence naturelle. Elle ne tombe pas du ciel. Elle est même contre-intuitive pour ton cerveau. Ton cerveau adore les récompenses immédiates. Il adore les actions qui donnent un résultat rapide. Il déteste les choses lentes, progressives, invisibles. Il déteste les actions dont l'effet n'apparaît que dans 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. C'est normal. Ton cerveau est conçu pour la survie, pas pour la stratégie. Pour l'immédiat, pas pour le long terme. Pour le soulagement, pas pour l'accomplissement. Le toi d'aujourd'hui a toujours plus de poids que le toi de demain. C'est pour ça qu'il est si difficile de tenir dans le temps. Ce n'est pas parce que tu es instable, c'est parce que tu es humain. Mais si la constance est difficile, ce n'est pas la seule raison. La vraie raison, c'est que tu n'as jamais appris à découper, à simplifier, à rendre ridicule le premier pas. Toute ta vie, on t'a appris l'idée inverse. Fais le bien ou ne le fais pas. Résultat, tu ne fais rien. Parce que bien demande un effort énorme. Parce que bien demande du temps que tu n'as pas. Parce que bien demande un état mental que tu ne possèdes pas tous les jours. Parce que bien te met une pression qui t'écrase. La perfection paralyse. L'ambition te tétanise. Mais le minuscule te libère. La deuxième raison pour laquelle tu n'es pas constant, c'est que tu fais dépendre tes actions de ton humeur. Tu attends d'être motivé. Tu attends d'être inspiré. Tu attends d'être en forme. Tu attends d'être prêt. Tu attends le bon moment. Tu attends la bonne énergie. Tu attends le bon alignement intérieur. Mais la motivation n'a jamais été une stratégie fiable. C'est un bonus, un luxe, une cerise. Tu ne peux pas baser ton changement sur une émotion. Ta constance doit être indépendante de ton humeur. Tes actions doivent être indépendantes de ton moral. Tu dois agir même quand tu n'en as pas envie. Pourquoi? Parce que si tu attends d'avoir envie pour agir, tu n'agiras jamais assez longtemps pour changer quoi que ce soit. La troisième raison, c'est que tu crois encore que les petites actions ne méritent pas d'être célébrées. Tu crois que ce n'est pas sérieux. Tu crois que tu te mens. Tu crois que tu devrais faire plus. Mais si tu ne célèbres pas une petite victoire, ton cerveau ne l'enregistre pas comme une victoire. Il la classe dans inutile. Et une action classée comme inutile ne sera jamais répétée. Tu dois apprendre à célébrer ce qui paraît insignifiant. Parce que ce sont ces actions insignifiantes qui, répétées, t'emmènent là où ton idéal t'attend. Le secret des gens qui avancent tous les jours. Les gens qui avancent, vraiment, ne font pas des choses impressionnantes. Ils font des choses tenables. Et les choses tenables deviennent des choses durables. Et les choses durables deviennent une identité. Leur secret? 3 principes. Le réalisable, le répétable, le respectable. Le réalisable, c'est ce que ton cerveau accepte sans résister. Si ton objectif est trop gros, ton cerveau met une alarme. Mais si l'effort est minuscule, ton cerveau ne voit pas de danger. Il te laisse faire. Tu contournes le système de protection. Tu deviens fluide au lieu de te battre. Le répétable, c'est ce que tu peux faire même les jours où tu n'as rien dans le réservoir. Quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand tu n'as ni envie ni énergie. Une action répétable est une action réaliste les jours mauvais, pas seulement les jours bons. Le respectable, c'est ce qui te rend fier de toi, même un peu. Pas fier comme un champion olympique. Fier comme quelqu'un qui tient sa parole. Fier comme quelqu'un qui avance malgré la résistance. Fier comme quelqu'un qui n'a pas abandonné. Les personnes qui réussissent appliquent ces principes sans le dire. Tu les vois réaliser des choses impressionnantes, mais tu ne vois jamais les milliers de minuscules actions qui ont précédé. Parce que la grandeur ne se construit pas dans les grands gestes. Elle se construit dans les petits gestes pris au sérieux. Et tu vas voir une chose, plus tu avances un jour après l'autre, plus ton identité change. Tu commences à te voir différemment. Pas comme quelqu'un qui essaye, mais comme quelqu'un qui avance. Et cette phrase « je suis quelqu'un qui avance » change absolument tout, parce que ton comportement finit par s'aligner avec ton identité. Tu fais ce qu'une personne comme toi ferait, et une personne qui avance, avance, tous les jours. Tu veux savoir la vérité?
La vie ne te demande pas d'être fort. La vie te demande d'être régulier. Pas de courir. D'avancer. Un jour. Puis un autre. Puis encore un autre. Ce chapitre était là pour t'apprendre ça. L'art d'avancer un jour après l'autre n'est pas un art spectaculaire, mais c'est le seul qui transforme vraiment une vie. Chapitre numéro 4. La discipline ne doit pas te casser, elle doit te porter. La fausse image de la discipline. Tu as grandi avec une image assez violente de la discipline. Une image froide, rigide, presque militaire. Il faut souffrir, il faut tenir, il faut se forcer. Tu as appris que la discipline, c'était serrer les dents. C'était ignorer ta fatigue. C'était aller contre toi. Tu as appris que sans douleur, il n'y avait pas de progrès. Que sans sacrifice extrême, il n'y avait pas de résultat. Tu as peut-être même cru que pour changer ta vie, tu devais devenir un soldat contre toi-même. Et c'est peut-être pour ça que tu as échoué. Pas parce que tu n'avais pas la discipline, mais parce que tu avais la mauvaise définition de la discipline. On t'a appris la discipline punitive, celle qui humilie, celle qui juge, celle qui te tape dessus quand tu tombes, celle qui ne tolère pas l'erreur, celle qui exige une perfection impossible. Et tu as confondu ça avec la vraie discipline. Tu ne pouvais pas réussir. Comment veux-tu tenir sur la durée si chaque fois que tu flanches, tu te détruis? Comment veux-tu avancer si ton moteur principal est la culpabilité? Comment veux-tu te dépasser si ton rapport à toi est basé sur la violence? La discipline dure crée des personnes qui commencent fort et s'éteignent vite. La discipline douce, elle, crée des personnes qui avancent longtemps, très longtemps. Et cette discipline douce, personne ne te l'a apprise. Alors, laisse-moi te la montrer. Le vrai rôle de la discipline, un cadre, pas une prison. La discipline douce ne crie pas, ne force pas, ne frappe pas. Elle ne t'humilie pas quand tu échoues. Elle ne te fait pas honte. Elle ne t'étouffe pas. Elle te construit. Elle te soutient. Elle t'encadre sans te menotter. Elle t'aide à revenir quand tu te perds. Elle te montre la route quand tu es dans le brouillard. Elle t'apprend à avancer même quand tu n'es pas au top. La discipline douce n'est pas un outil de domination, c'est un outil de stabilité. Tu dois comprendre une chose essentielle. Ton problème n'est pas la discipline. Ton problème, c'est l'auto-sabotage qui t'explose en pleine figure dès que tu t'écartes d'une routine parfaite. Tu veux devenir plus discipliné, mais tu fais l'inverse. Tu construis une discipline tellement exigeante qu'elle casse dès la première secousse. Et quand elle casse, tu te juges, tu te punis, tu te déçois, tu souffles fort, tu te traites de faible, tu te compares, tu paniques et tu abandonnes. Pas parce que tu n'es pas discipliné, mais parce que tu as transformé la discipline en tribunal. La discipline douce n'est pas ça. Elle n'attend pas que tu sois parfait. Elle ne s'effondre pas quand tu manques un jour. Elle ne se brise pas quand tu fais un pas de travers. Elle t'autorise à revenir. Toujours. Tu sais ce que ça fait au quotidien. Ça crée de la sécurité intérieure, du calme, de la continuité. Pas du chaos émotionnel. Le rôle de la discipline douce, c'est de créer un environnement où tu peux réussir, même au ralenti, même fatigué, même avec tes doutes. Une discipline qui tient dans les bons jours, c'est facile. Une discipline qui tient dans les mauvais jours, c'est révolutionnaire. Reprogrammer ton rapport à l'effort. On t'a appris à associer effort à souffrance. Si tu ne souffres pas, tu n'avances pas. Mensonge. L'effort n'est pas censé t'écraser. L'effort n'est pas censé t'épuiser mentalement. L'effort n'est pas censé devenir un combat contre toi-même. Ce qui te fait avancer n'est pas l'effort intense, mais l'effort juste. L'effort aligné. L'effort soutenable. L'effort possible. Ce n'est pas l'effort qui crée la transformation, c'est la répétition de l'effort. Et pour répéter, tu dois reprogrammer ton rapport à l'effort. La discipline douce t'apprend la nuance que tu n'as jamais entendue. Ton effort ne doit pas dépasser ta capacité émotionnelle du moment. Parce que si ton effort dépasse ta capacité, tu vas revenir en arrière. Le système nerveux n'oublie jamais la surcharge. Si tu forces trop, ton cerveau associe l'action à la douleur. Et devine quoi?
il t'empêchera de la refaire. Parce qu'il veut te protéger. Voilà pourquoi les gens abandonnent après une période de folie où ils ont tout donné. Leur système nerveux est en état d'alerte. Ils ont trop forcé. Ils n'ont pas respecté leur capacité émotionnelle. Ils ont utilisé de la violence. Et le cerveau répond toujours à la violence par la fuite. Tu dois apprendre à détecter ton seuil. Le seuil où l'effort reste positif. Le seuil où ton système nerveux reste calme. Le seuil où l'action est exigeante, mais pas traumatisante. La discipline douce, c'est ça. L'art d'ajuster ton effort à ta réalité intérieure. Ni plus, ni moins. Quand tu maîtrises ça, tu deviens inarrêtable. Pas parce que tu es plus fort que les autres, mais parce que tu ne t'épuises jamais. La constance sans rigidité. La rigidité est l'ennemi de la constance. Si tu ne t'accordes aucune flexibilité, tu vas casser. Si tu crois que tu dois tout faire parfaitement tous les jours, tu vas abandonner. Si tu crois que manquer un jour est un échec, tu vas t'autodétruire. La discipline douce t'apprend l'inverse. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être cohérent. La cohérence, ce n'est pas la perfection. La cohérence, c'est l'art de revenir. Encore. Et encore. Et encore. Sans te punir, sans te juger, sans te faire honte. Tu veux la vérité? Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui tombent, mais ne transforment pas la chute en abandon. Ils reviennent. Toujours. Ils ne se disent pas « j'ai raté ». Donc j'arrête. Ils se disent « j'ai raté, donc je continue ». Ce que tu appelles manque de discipline est souvent un manque d'autocompassion. Tu t'agresses tellement quand tu flanches que tu renonces. Tu ne manques pas de discipline, tu manques de douceur. Et la douceur n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie de long terme. Une stratégie beaucoup plus efficace que la violence, parce que la violence te fait avancer pendant 7 jours. La douceur te fait avancer pendant 7 ans. La méthode des ajustements silencieux. Avancer longtemps, c'est apprendre à t'ajuster, à modifier légèrement ton plan, à respecter ton niveau d'énergie, à écouter ton corps, à t'adapter au chaos de la vie. Une discipline qui refuse l'ajustement est une discipline qui explose. La discipline douce te permet de faire quelque chose d'extraordinaire, rester sur ta voie même quand les conditions changent. Voici un principe fondamental, ne casse jamais la chaîne. Ta chaîne, c'est ton engagement quotidien, pas l'intensité, pas la durée, pas la perfection, juste la présence. Si tu ne peux pas faire 100%, fais 10%. Si tu ne peux pas faire 10%, fais 1%. Si tu ne peux pas faire 1%, fais un geste symbolique. Mais fais-le. Le geste symbolique, c'est l'âme de la discipline douce. C'est lui qui empêche ton cerveau d'entrer dans le schéma du « tant pis, j'ai déjà raté, je laisse tomber ». Le geste symbolique dit « je suis toujours là ». Il dit « je n'abandonne pas ». Il dit « je continue, même lentement ». Ce sont ces micro-ajustements qui construisent ta solidité intérieure. Ces petits « je reviens » qui redéfinissent ton identité. Ce sont eux qui te donnent le droit d'avancer longtemps. Créer une discipline qui te ressemble. Tu n'es pas obligé de suivre les routines idéales des autres. Les réveils à 5 heures du matin. Les routines surhumaines. Les journées millimétrées. Ce qui te correspond à toi n'est pas forcément ce qui fonctionne pour les autres. La discipline douce n'est pas une imitation, c'est une personnalisation. Elle t'apprend à construire ta discipline sur ton énergie, ton rythme, ton identité, ta sensibilité. Une discipline alignée, c'est une discipline durable. Observe-toi. Quels sont tes moments naturels d'énergie? Quelles sont les activités qui t'apaisent? Quelles sont celles qui t'ouvrent? Quelles sont celles qui t'éteignent? Quel est ton tempo intérieur? Quelle est ta manière naturelle de progresser? Quand tu commences à te connaître, tu peux enfin créer une discipline qui te respecte. Ne te fais pas violence pour ressembler à quelqu'un d'autre. Aide-toi pour devenir toi-même. Le message final, la discipline douce te transforme en profondeur. La discipline douce n'est pas une méthode. C'est un rapport à toi, un rapport plus mature, plus calme, plus profond. Elle te transforme parce qu'elle te respecte. Elle te fait avancer loin.
Elle te fait avancer longtemps. Elle t'apprend la résilience au lieu de l'autodestruction. Elle t'apprend la patience au lieu de la précipitation. Elle t'apprend la fidélité au lieu de la perfection. Elle t'apprend l'amour de toi au lieu de la violence. Le jour où tu deviens doux avec toi-même, tu deviens durable. Et une personne durable devient inarrêtable. Chapitre numéro 5. Quand tout dit stop. Continuez différemment, mais continuez. La force ne consiste pas à ne jamais tomber. La force consiste à avancer même avec les genoux écorchés. Il y a des moments dans la vie où rien ne semble aller dans ton sens. Tu te lèves le matin avec cette sensation étrange d'être déjà fatigué avant même d'avoir commencé la journée. Tu avances, mais chaque pas ressemble à une bataille. Tu veux continuer, mais ton corps, ton mental, tes émotions, tout semble conspirer contre ton mouvement. Et tu te demandes, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi tout est si lourd? Pourquoi chaque petite chose devient une montagne? Tu crois parfois que tu es faible, que tu n'es pas fait pour ça, que tu manques de courage, que tu es trop ceci, pas assez cela. En réalité, tu traverses l'une des phases les plus humaines et les plus déterminantes de ta vie. Le moment où ta volonté veut avancer, mais où ton système entier te demande d'arrêter. Et c'est précisément à cet instant que tu peux tout changer. Pas en te forçant, pas en te martyrisant, pas en te hurlant dessus mentalement pour tenir, mais en apprenant l'art le plus précieux de ta transformation. Continuer différemment. Parce que lorsque tout dit stop, le secret n'est pas d'insister. Le secret est de s'adapter, de changer la manière, pas la direction, de changer le rythme, pas le chemin, de changer la forme, pas l'intention. C'est ce chapitre qui va t'apprendre cette nuance puissante. Et crois-moi, c'est elle qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui deviennent inarrêtables. Le mensonge du soi fort. Depuis tout petit, tu as appris qu'il fallait être fort. Ne pas montrer tes faiblesses. Ne pas ralentir. Ne pas plier. Faire face. Tenir. Résister. On t'a répété que la force était une ligne droite, où l'on avance coûte que coûte, sans jamais douter, sans jamais se disperser, sans jamais faillir. Et cette image t'a blessé sans que tu t'en rendes compte, parce qu'elle t'a donné une vision impossible de toi-même. Elle t'a fait croire que tu devais toujours être prêt, toujours être solide, toujours être motivé, toujours être en contrôle. Alors, le jour où tu as perdu l'énergie, le jour où tu as eu peur, le jour où tu t'es senti fragile, tu as cru que quelque chose clochait chez toi. Tu as cru que tu n'étais pas fait pour ça. Tu as confondu humanité avec faiblesse. Et c'est à cause de ce mensonge-là que tu as abandonné tant de fois. On t'a appris à être fort comme une statue, alors qu'il aurait fallu t'apprendre à être fort comme l'eau, souple, adaptable, fluide, indémontable dans sa continuité. La vraie force n'est pas dans la rigidité. La vraie force n'est pas dans le contrôle total. La vraie force n'est pas dans la résistance absolue. La vraie force est dans l'adaptation, dans la capacité à changer de stratégie sans changer de direction, dans l'art d'écouter ton énergie sans renoncer à ton mouvement, dans la manière dont tu continues, même petit, même lent, même tremblant. Ce chapitre est là pour t'apprendre cette force-là, celle qui ne casse jamais. Comprendre ton système intérieur, le crash émotionnel. Quand tout dit stop, ce n'est jamais pour une seule raison. C'est une accumulation invisible, un trop-plein, un manque de repos, une pression interne, des attentes irréalistes, des blessures réveillées, des peurs qui remontent. Tu crois que tu es démotivé, mais en réalité, tu es saturé. Et la saturation, quand elle n'est pas comprise, ressemble à un mur. Le mur qui t'a déjà fait abandonner des dizaines de fois. Parce que quand tu arrives face à ce mur, tu fais toujours la même erreur. Tu essayes de passer au travers. Tu te forces, tu accélères, tu te fouettes mentalement, tu veux tenir, tu veux prouver, tu veux y arriver. Sauf que plus tu forces, plus tu te brises. Et tu finis par t'arrêter net. Pas par manque de volonté, mais par protection automatique. Ton cerveau te met en pause pour te sauver. Ce que tu perçois comme un échec est en réalité une alarme interne. Une alarme qui dit « tu es trop tendu ». Tu es trop dur avec toi-même. Tu t'épuises sans t'en rendre compte.
Tu demandes plus que ce que ton corps peut t'offrir. Tu vas trop vite pour ta réalité émotionnelle. Ce mur n'est pas là pour te bloquer. Il est là pour t'aider à ajuster. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils ne savent pas lire ce signal. Ils croient que le stop signifie « je ne suis pas capable », alors qu'il signifie « tu dois continuer autrement ». C'est ça le cœur du chapitre. C'est ça qui change une vie, l'art de continuer différemment. Quand tout dit « stop », tu n'as pas besoin d'arrêter. Tu as besoin de changer de niveau d'intensité, d'adapter ton mouvement pour qu'il reste possible, d'ajuster ta manière d'avancer pour éviter l'effondrement. Petite révélation que personne ne t'a donnée. Avancer différemment, c'est encore avancer. Tu peux avancer plus lentement. Tu peux avancer plus doucement. Tu peux avancer partiellement. Tu peux avancer mentalement. Tu peux avancer symboliquement. Mais tant que tu avances, tu n'as pas abandonné. Voilà ce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas la vitesse qui transforme une vie. C'est la direction plus la continuité. Tu peux être lent, tu peux être fragile, tu peux être incertain, tu peux être bancal, tu peux être fatigué, tu peux être ému, tu peux être blessé. Mais si tu continues, même d'1 millimètre, tu deviens dangereusement puissant. Parce que tu développes la compétence que 99% des gens n'ont jamais apprise, la résilience adaptative. Tu ne te bats plus contre toi. Tu te bats avec toi. Tu ne forces plus. Tu accompagnes. Tu ne t'imposes plus. Tu te respectes. Tu ne t'écroules plus. Tu te ajustes. Et dans cet ajustement, tu deviens solide. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'une personne qui sait s'adapter ne s'arrête jamais. Changer pour tenir, les 4 leviers secrets. Quand tout dit stop, tu dois ajuster 4 choses. Ces 4 leviers sont connus des athlètes d'élite, des entrepreneurs qui tiennent, des artistes qui ne lâchent jamais, mais totalement ignorés dans la vie quotidienne. 1. Ton rythme. Tu vas trop vite. Tu veux trop faire. Ton rythme actuel n'est pas aligné avec ton niveau d'énergie. Ralentir n'est pas régresser. Ralentir, c'est recalibrer. Tu n'es pas une machine. Tu n'as pas un moteur constant. Tu as des cycles. Tu as des pulsations. Tu as des creux et des montées. Respecter ton rythme, ce n'est pas t'arrêter. C'est te rendre durable. 2. Ton seuil d'exigence. Tu mets la barre trop haut, beaucoup trop haut. Tu crois que viser l'excellence te motivera. Faux. Viser l'excellence te paralyse. Vise le possible. Le faisable, le tenable, le réaliste. Diminue la barre. Et tu vas te surprendre à tenir beaucoup plus longtemps. 3. Ton environnement mental. Quand tout dit stop, ce n'est pas seulement ton corps, c'est ton mental saturé. Un mental saturé n'a pas besoin d'un discours violent. Il a besoin de silence, de respiration, de recul, de petits actes simples. Pense moins. Avance plus. 4. Ta manière de mesurer tes progrès. Tu regardes ce que tu n'as pas encore fait. Tu regardes la montagne. Tu regardes l'écart. Tu regardes la distance. Tu regardes la perfection. Et tu t'effondres. Commence à mesurer différemment. Aujourd'hui, j'ai avancé, même un peu, alors j'ai gagné. Cette phrase semble ridicule, mais elle sauve des vies. La vérité que personne n'ose dire, tu n'as pas besoin d'être courageux pour continuer. On glorifie le courage. On célèbre les héros. On admire les gens qui vont au front avec un cœur en feu. Mais la vérité, c'est que la plupart des vies changent dans des moments qui n'ont rien d'héroïque. Elles changent dans des moments bancals, fragiles, pleins de doutes. Elles changent quand quelqu'un dit « je n'ai pas la force, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la motivation ». Mais je vais avancer quand même. Un tout petit peu, différemment, lentement. Mais je continue. Yes. La plupart des transformations ne commencent pas avec du courage. Elles commencent avec un souffle, avec un sursaut, avec un geste minuscule, avec un « ok, je reviens ». C'est ça, la magie. Le courage vient après, toujours. Il naît dans l'action, pas avant elle. La renaissance après le stop. Il existe un moment, si tu continues malgré la tempête, où quelque chose bascule. Tu sens une ouverture, un nouvel élan, une clarté qui revient, une énergie qui se reconstruit. Tu te surprends à avoir envie, à recommencer.
à te relever. Tu réalises alors quelque chose de bouleversant. Le stop n'était pas la fin, c'était une mue, une réinitialisation, une transition. Le stop était un appel, un recalibrage. Le stop n'était pas là pour te briser. Il était là pour t'enseigner la manière de tenir. Ce que tu croyais être une rupture est en réalité une renaissance. Le message final, tu peux continuer, toujours, même autrement. Voilà ce que je veux que tu retiennes de ce chapitre. Tu ne dois jamais avancer à l'identique. Tu dois avancer à ton image. Quand tout dit stop, ne t'arrête pas. Change, ajuste, transforme, diminue, simplifie, respire, ralentis, mais continue. Parce qu'une personne qui continue malgré les secousses devient un phénomène rare. Quelqu'un qui se construit vraiment. Quelqu'un qui ne joue pas. Quelqu'un qui ne fait pas semblant. Quelqu'un qui ne renonce pas à lui-même, même dans les moments les plus sombres. Et crois-moi, c'est là que tu deviens dangereux. Dangereux pour tes anciennes limites, dangereux pour ton passé, dangereux pour tes peurs, dangereux pour toutes les versions de toi qui abandonnaient trop vite. Tu n'as pas besoin d'avoir la force, tu as juste besoin d'avoir la direction et d'avancer comme tu peux. Même mal, même lent, même abîmé, même hésitant. Parce que si tu continues, même autrement, tu finiras là où tu veux aller. Conclusion. La plus grande transformation commence quand tu refuses de te trahir une fois de plus. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peu de gens traversent un livre entier. Peu de gens prennent le temps de se regarder en face. Peu de gens acceptent de reconnaître ce qui les retient, ce qui les fatigue, ce qui les abîme, mais aussi ce qui les appelle. Si tu as tourné chaque page, c'est que quelque chose en toi était déjà en mouvement, avant même que tu le réalises. Ce livre n'a pas créé ce mouvement, il l'a mis en lumière. Il l'a amplifié. Il l'a accompagné. Ce livre n'était pas là pour t'apprendre à devenir quelqu'un d'autre. Il était là pour te ramener vers toi, celui que tu étais avant les peurs, avant les masques, avant les obligations, avant les compromis épuisants, celui qui vit encore sous la surface, qui respire dès que tu lui laisses un peu d'espace, qui se manifeste dans ces moments où tu te surprends à rêver, à vouloir, à ressentir quelque chose d'indiscutable, même si tu n'oses pas toujours l'avouer. Tu le sais maintenant, tu n'as jamais échoué par manque de valeur, tu n'as jamais abandonné par manque de force, tu n'as jamais reculé par faiblesse, tu manquais simplement de clarté, de douceur, de méthode, de compréhension. On t'avait donné la mauvaise image de la discipline, la mauvaise idée de la persévérance, les mauvaises armes pour avancer. Et tu t'es longtemps jugé avec une sévérité qui n'a jamais été juste. Aujourd'hui, tu sais que tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à être parfait, tu n'as pas à courir, tu n'as pas à te battre contre toi-même pour espérer t'en sortir. Tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours, tu n'as pas besoin d'être inspiré, tu n'as pas besoin d'être constant comme un robot. Tu as simplement besoin d'être capable de revenir. Encore, et encore, et encore. Parce que revenir, c'est ne pas t'abandonner. Et ne pas t'abandonner, c'est déjà gagné. Tu as appris à comprendre pourquoi tu abandonnais. Tu as appris à construire une force intérieure qui ne dépend pas de la perfection. Tu as appris à avancer un jour après l'autre. Tu as appris la discipline douce, celle qui respecte ton humanité. Tu as appris qu'on ne continue pas par héroïsme, mais par ajustement. Et surtout, tu as compris la vérité que personne ne t'avait dite. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être confiant pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être sûr pour avancer. Tu as juste besoin d'être honnête, de reconnaître ce qui t'appelle, d'écouter ce que tu sais déjà, et de faire le prochain pas. Un pas, pas 10, pas 100, pas tout le chemin, juste le prochain. Parce que toute transformation, absolument toute, commence par un geste minuscule, répété jusqu'à devenir naturel, puis répété jusqu'à devenir identitaire. C'est dans la répétition que tu deviens quelqu'un de nouveau. Pas dans l'exploit, pas dans les éclairs de motivation, pas dans les rares moments de feu intérieur, mais dans les retours silencieux, dans les élans modestes, dans les micro-avancées qui, mises bout à bout,
sculptent un futur que tu croyais inaccessible. Alors écoute-moi bien, tu n'es plus la personne qui a commencé ce livre. Tu as vu trop de choses en toi. Tu as compris trop de mécanismes. Tu as réveillé trop de vérités. Tu ne retourneras jamais complètement en arrière. Même si tu trébuches, même si tu ralentis, même si tu doutes encore, même si tu prends un détour. Quelque chose est ouvert maintenant. Quelque chose est actif. Quelque chose avance en toi, que tu le veuilles ou non. Et ce quelque chose, c'est ton axe, ta direction, ta vérité. Tu n'as plus besoin de permission. Tu n'as plus besoin d'un signe. Tu n'as plus besoin d'attendre. Tu peux commencer. Tu peux recommencer. Tu peux continuer. Et tu le peux à ta manière. Alors voilà. Ne cherche pas la puissance spectaculaire. Cherche la fidélité à toi-même. Ne cherche pas la motivation parfaite. Cherche le premier geste. Ne cherche pas la vitesse. Cherche la direction. Le reste suivra. Toujours. Parce que la meilleure version de toi-même n'est pas un objectif. C'est un choix. Un choix que tu peux refaire chaque matin. Un choix qui n'a pas besoin d'être parfait. Un choix qui, répété, te transforme sans que tu t'en rendes compte. Tu n'es pas à la fin de ce livre. Tu es au début de ton chemin. Alors va. Avance, reviens, respire, ajuste. Et surtout, ne t'abandonne plus jamais. C'est exactement là que ta vraie vie commence.